Un enfant autiste entre dans le bassin. Le bruit de la piscine municipale disparaît. Les jets d'eau, les cris, le sifflet du MNS, tout disparaît. L'eau l'enveloppe, son corps se relâche. Et pour faire tout ça, il n'y a pas eu besoin de médicaments. Il y a eu besoin d'un seul truc, l'eau. Pas de protocole clinique, juste de l'eau. Sauf que cette eau, celle que cet enfant respire à 10 cm de la surface, contient un gaz irritant produit par la réaction du chlore avec tout ce que les baigneurs laissent dedans. Sueur, urine, maquillage, cosmétiques, crème solaire, cellules mortes, etc., etc. Et la personne qui nous raconte cette scène aujourd'hui, elle a passé plus de 30 ans dans les centres aquatiques, à inspecter, auditer et former dans les piscines publiques en France. Bonjour et bienvenue sur SwimSmart. Je suis Théo, éducateur sportif, coach de natation et passionné de pédagogie. Et ici, je t'aide à intégrer la natation dans ta vraie vie. Comme d'habitude, les mercredis, j'ai la chance de recevoir un invité exceptionnel. Les samedis, je suis tout seul pour un peu plus de théorie. Alors abonne-toi si tu ne veux pas louper la suite. Et aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir Olivier Convert. Alors, avec Olivier, ça fait quelques temps qu'on s'appelle régulièrement et tu verras qu'il a eu la prouesse de résumer son CV, son parcours en très peu de temps et c'est impressionnant parce que Olivier, il est consultant en conception et en gouvernance de centres aquatiques depuis pas mal d'années. Je vais pas lui faire l'affront de dire depuis combien de temps. Il est président du GRAP 69. Donc le GRAP 69, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement c'est un réseau de 35 directeurs de piscine situés en Rhône-Alpes. Et depuis peu, il est cofondateur des agitateurs aquatiques. Les agitateurs aquatiques, on va en parler dans l'épisode. C'est un collectif où moi, où je suis. On est 10 cofondateurs. Mais ça, c'est pour plus tard dans l'épisode. Olivier va nous expliquer ce qui se passe réellement dans l'eau de ta piscine. Pourquoi la réglementation vient de changer? Tu l'as peut-être entendu, vidanges qui étaient avant obligatoires ne sont plus obligatoires. Donc vous êtes nombreux à vous être posé la question, mais du coup, est-ce que l'eau va être sale? Et comme il y avait plein d'interrogations, j'ai fait un épisode dessus avec grand plaisir et avec joie. Et je suis désolé, mais on va aussi voir que tu es responsable, toi en tant que nageur, de la qualité de l'eau, que tu as ton rôle à faire. Et justement, j'ai préparé un PDF pour cet épisode, comme pour tous les épisodes, que tu vas pouvoir retrouver sur swimsmart.fr/214. Dedans, tu trouves les 3 gestes que tu peux faire au vestiaire avant chaque séance pour améliorer à ton échelle la qualité de l'eau. Si chacun fait ces 3 gestes, ben, non seulement les eaux seront beaucoup plus agréables, mais les centres aquatiques dépenseront moins de sous, parce qu'il y aura besoin de mettre moins de produits dans l'eau. Comme d'habitude, le lien est en description. Un grand merci à Olivier d'avoir réussi à caler SwimSmart dans son emploi du temps surchargé. Un grand merci à Olivier et à tous les cofondateurs des agitateurs aquatiques. Très fiers de faire partie de cette aventure, de cette façon d'essayer de bouger le monde aquatique à notre façon. Je te souhaite une bonne écoute, un bon épisode. Comme d'habitude, si l'épisode t'intéresse, si tu apprends des choses, si tu te dis tiens, je ne savais pas que ça se passait comme ça, ben abonne-toi pour apprendre d'autres choses et surtout partage l'épisode. Alors s'il te plaît, cette semaine, je vais te donner une mission. Parle de SwimSmart à une personne avec qui tu nages. Une seule. Voilà. Mais dites-vous que si chacun fait ça, on double l'audience et on passe de 1000 à 2000 auditeurs par semaine. Et déjà pour ma confiance au top, mais aussi pour faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Je te souhaite une bonne écoute, une belle journée et à très vite. Salut! Bonjour Olivier, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Théo, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec toi là aujourd'hui. Ça faisait un moment qu'on voulait caler cette date, on y est arrivé, donc très content, très content d'être avec toi. Oui, et j'en profite pour te remercier parce que c'est vrai que toi, comme moi, comme tous, hein, on a des emplois du temps surchargés parce que comme on fait des métiers qui nous passionnent, qui nous motivent, ben voilà, on est un peu multitâche, on en reparlera. Donc merci d'avoir réussi à caler ce petit temps pour moi, pour nous, qui va être, je le sais, passionnant. Et alors, je suis désolé, je vais faire ce qu'on ne fait pas d'habitude quand on se téléphone. Je vais faire attention à l'heure. Parce que je me souviens du premier coup de fil où on devait se parler 10 minutes et on a parlé pendant 1 heure. Là, je vais devoir faire un peu attention.
Mais dans un premier temps, j'ai toujours deux, trois petites questions. Est-ce que tu connaissais Swim Smart avant que je te contacte pour cet épisode ou est-ce que tu l'as découvert à ce moment-là? Je l'ai découvert à ce moment-là. Effectivement, là, du coup, depuis, j'ai pas écouté, tous tes podcasts, mais j'ai visité ton site. Il y a beaucoup, beaucoup de production, beaucoup de contributions, donc c'est énorme là. Merci aussi à toi pour tout ce que tu fais pour le secteur, aquatique au sens large et j'ai bien sûr écouté, certains, podcasts que j'ai choisis et que j'ai trouvé très, très bien et je continue de compléter, je te l'ai dit, hein, mais je les écoute, quand je vais faire mon petit run ou mes petites marches là. J'aime bien ce format des podcasts à ce moment-là de mes journées. Eh ben merci. D'ailleurs, vous qui écoutez, n'hésitez pas à me dire comment, à quel moment de la journée vous m'écoutez. Ça m'intéresse forcément. Et oui, j'avoue que moi, je suis plus en mode, je fais plein de petits sujets comme ça. Chacun picore ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Et voilà. Comme ça, on peut pas me reprocher de pas avoir de sujets intéressants, parce que vu la quantité de sujets approchés, c'est ça. La deuxième petite question, c'est de te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Olivier. Tu veux une présentation courte parce qu'on la développe après ou je te fais un petit CV, Tu prends le temps. Et alors, l'idée, ce que j'aime bien, moi, c'est de prendre le temps dans cette présentation, dans cet échange, parce que tu me connais, je vais être curieux, donc je vais te poser des questions sur ta présentation. Mais je pense que c'est important qu'on prenne ce temps-là pour que les gens comprennent pourquoi tu es invité. C'est pas en mode, bah, tu es quelqu'un de lambda qui va dire un truc au doigt mouillé. T'amènes une eh ben, expertise, t'amènes de la c'était un valeur. peu le sens de ma question parce que je sais qu'on partage ce même domaine, aquatique et moi j'en viens d'origine, hein, donc peut-être on remontera sur, presque l'enfance, plus tard. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai aussi ce passé de nageur qui m'a quasiment amené là où je suis aujourd'hui. Donc ouais, je suis, Olivier Convert et du coup, je travaille depuis, presque maintenant, donc ça fait 96 avec l'obtention du BESAN en fait, donc de manière professionnelle. Ça fait une trentaine d'années que je gravite dans le milieu de la natation, au sens large. Sportif d'abord, club, enfin donc nageur puis entraîneur de club, puis après plutôt pour le compte des collectivités territoriales, avec des concours réussis pour intégrer donc, les boulots fonctionnaires dans la filière sportive. On pourra en reparler aussi parce que c'est vrai que c'est encore des carrières qui peuvent être intéressantes. Peut-être ceux qui nous écoutent et qui aiment l'eau aussi sous un aspect, personnel, ils peuvent en faire un métier aussi, hein, les jeunes comme les moins jeunes. Et puis après cette, séquence un peu plus longue là de fonction publique territoriale au service du sport et de la natation, j'ai décidé de m'orienter vers une activité en amont. C'est là qu'on s'est un peu plus retrouvés, hein, d'ailleurs, puisque je fais de l'accompagnement sur, tout ce qui est maîtrise d'exploitation, et d'usage, de nos fameux, centres aquatiques, de nos fameuses piscines, gérées la plupart du temps à nouveau par des collectivités territoriales, des regroupements de communes ou des communes elles-mêmes. Et c'est justement, alors déjà bravo pour l'avoir fait en moins de 2 minutes. T'as tout balayé. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Mais On c'est peut top. Et c'est détailler des blocs si tu veux, hein, mais bah oui, alors on va développer, on va prendre le temps. C'est avec cette dernière casquette que tu es convié ici parce qu'on va parler d'un élément important qui est l'hygiène dans les piscines. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de natation, souvent de ce qui se passe dans l'eau. Si on peut aller s'entraîner, c'est parce que l'eau, elle est bonne et elle est mmh. accessible à la nage. Donc c'est pour ça que je t'ai invité pour qu'on parle un peu de ça. Avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton début d'histoire avec l'eau? Est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, oui, d'ailleurs on en a reparlé il y a indirectement et très rapidement, il y a très peu de temps avec une connaissance commune qui s'appelle Nicolas Ami, hein, que tu connais très bien, peut-être mieux que moi d'ailleurs. Que moi j'étais, le type orienté, moi je suis de 74 donc j'ai été dans l'eau sur les conseils, donnés à mes parents par un médecin pour, commencer à travailler sur ma scoliose à l'époque. Je devais avoir, je pense, 7-8 ans. Alors je sais pas si c'était directement identifié comme une scoliose à 7 ou 8 ans, mais c'est là que le médecin, familial a conseillé à mes parents et inscrit-le à la piscine et moi j'étais grand, tout maigre donc c'était rapidement, je savais bien nager déjà a priori donc on m'a tout de suite envoyé en club. C'est vraiment le canal assez classique des gens de ma génération qui m'ont écouté et puis des quelques, semaines dans les premiers groupes du club, tout de suite, mis en compète, on va dire, très rapidement et du coup, j'ai cette expérience qui est liée à ça, quoi. Pour moi, même si avant, comme d'autres aussi, j'ai revu des vieilles vidéos, VHS de mes parents qui me filmaient à la mer et j'avais l'air déjà plutôt bien m'éclater, en hors de Méditerranée. Bon, il y avait pas de captage à l'époque et encore, mais
mais j'avais l'air de plutôt être attiré par l'eau, ce qui s'est vraiment confirmé, tout au fil de cette, petite carrière parce que on l'a dit tout à l'heure, mais moi je suis vraiment un amoureux de l'eau en fait au départ, sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, même son côté, je me suis paluché des bouquins sur, je m'en souviendrai plus donc tu m'interrogeras pas trop, mais il y en a un qui était phénoménal sur les caractéristiques, physico-chimiques et scientifiques de l'eau. Et je trouve que c'est un média, enfin, ça dépasse l'entendement, en fait. C'est vraiment très, très riche. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai fait un épisode complet sur pourquoi on est bien quand on est dans l'eau. Parce que des fois, juste aller nager une demi-heure, pas chercher à s'entraîner, pas chercher à nager, mais juste être dans l'eau, Ouais, bah déjà, ça joue le fait qu'on s'entende respirer, qu'on soit un peu bercé, qu'on ait plus notre poids, qu'il y ait le côté hypnotique d'avoir le cycle de respiration qui est bruyant et tout. Naturellement, on est bien quand on va nager, quoi. exactement, mais tu as une enveloppe, en fait. On n'a pas d'habitude. Tu as une autre enveloppe que ton derme, en fait, qui t'entoure. Alors intégralement si tu arrives à faire du sous l'eau ou, mais même si, les 4/5 de ton corps hors la tête sont immergés, il y a une enveloppe, de légère pesanteur, et puis de transformation justement de ce que tu viens de dire, de quasiment, la pareil, tout partie de tes sens de terrien. Le toucher, l'ouïe, le goût aussi vont être altérés et te force à voir la vie, différemment en fait, les choses différemment, mais c'est super bon, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête. Au point que moi j'avais compris à l'époque, ce phénomène d'enveloppe pour un aspect, je trouve qu'on travaillait pas assez, tu vois? Sur les piscines publiques où on répondait à des injonctions, de service public, d'accès pour tous et souvent on échangeait avec des élus déjà à l'époque, je parle de ça il y a 20 ans, hein, sur, l'accueil du handicap, qu'est-ce qu'on peut faire pour le handicap et du coup à l'époque j'étais plutôt favorable à ça, mais en même temps parce que quand moi je pilotais les équipements de l'autre côté en mode, plutôt, gestionnaire, je voyais à peine, sans déconner, il y avait à peine 1 ou 2 des créneaux de la semaine, mettons 80 heures d'ouverture d'un centre aquatique dans la semaine, il y avait à peine, 2-3 heures pour des établissements, d'handicapés ou spécialisés pour des types de handicap. Je trouvais qu'il y avait vraiment une sorte de dichotomie dans les discours et dans les faits et puis on avait eu une petite brève, période dorée où on avait pu proposer un projet vraiment, avec du fort contenu. On avait travaillé beaucoup avec l'établissement spécialisé d'un secteur autour de Lyon. Et il y avait eu beaucoup d'apports sur, ce côté, de ce que pouvait faire, l'eau, pour des personnes avec des traits autistiques, et quand ils sont parfois très forts, j'avais découvert qu'une partie des autistes n'ont pas eu, une complétude en fait du développement, psychomoteur, de l'humain tel qu'elle devrait se faire, au très jeune âge, pardon, et que certains n'avaient pas une fiche, conscientisée de ton corps en fait, de ta peau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vois les gens qui se tapent, sur des murs ou qui ont des mouvements un peu frénétiques, en fait, c'est qu'ils se tapent contre quelque chose pour sentir la fin de leur corps. Tu t'imagines le truc, quoi? Nous, c'est conscientisé, c'est intégré, quasiment naturellement. Le programme, il est fait comme ça. Tu as pas besoin de taper un mur pour savoir que c'est le bout de ton pied. Eux, ils ont besoin de ça, ce qui fait qu'ils sont tout le temps un peu dans la tension de ça parce que, c'est pas acquis. Quand tu les mets dans l'eau, cette enveloppe-là, directement, elle les apaise. Tu as pas besoin de médicaments, tu as pas besoin de séances de fou. Mets-les dans l'eau. Tu les mets dans l'eau, ils sont déjà super bien parce que l'eau leur permet de prendre conscience que voilà, leur corps est fini et ça leur fait tellement de bien que c'est magique. Ça devrait être des créneaux obligatoires quand on fait un sport aquatique. En fait, on devrait les vendre avec. Mais bon, la vie est faite différemment, c'est pas grave. Mais c'est important et intéressant parce que on le sait, ça, que l'eau, ça apaise. Il y a qu'à voir, de plus en plus, dès la maternité, on donne le bain et on voit l'enfant qui est calmé et tout. Mais ça, on le perd très vite. On ne se dit pas que bah, même quand tu es plus grand, tu vas avoir ce côté-là. Et c'est un peu dommage. Le deuxième chose intéressante, c'est que c'est accessible à tous. Mmh. Tu sais, il y a plein de sports où pour se sentir bien, il faut avoir quand même un certain niveau de pratique. C'est vrai. Par exemple, je sais pas, je prends le ski, pour être bien à ski ou sur un cheval, il faudra quand même avoir un certain niveau de pratique. Alors que la natation, tu peux être dans le petit bassin et quand même te sentir bien déjà. Il suffit de t'immerger les épaules. Tu as ce côté-là qui est très accessible, qu'il n'y a pas dans d'autres pratiques. Ouais, c'est vrai et c'est vrai ce que tu dis en termes, un peu moteur, hein, ou apprentissage moteur ou capacité physique ou motrice
Et il y a un autre aspect qui est, je pense, qui nous suit depuis, ben, c'est presque civilisationnel en fait, hein, je ne saurais pas le remonter, moi je suis pas historien, mais il y a tout un pan, de l'approche aussi de l'eau qui est on parle de la dualité de l'eau. L'eau à travers, quasiment toutes les civilisations, c'est l'eau qui tue, donc elle fait peur. Il faut soit s'en méfier, soit l'apprivoiser, enfin voilà, et elle peut être fatale. Inondations, les maladies autour de l'eau qui n'est pas justement d'une bonne hygiène, qui tue, qui décime en fait, des populations entières, et on gardait la mémoire de ça. L'eau, attention, c'est un danger en fait, un danger très fort, et de l'autre côté, cette fameuse dualité, c'est l'eau, c'est un bijou. L'eau, c'est un médicament, c'est un élément fondamental de la vie en fait, tout. Pour la planète, pour les climats, pour les vents, pour la chaleur, le froid, pour l'homme, pour les pluies, tout, donc on alterne tout le temps dans cette dualité-là. On la retrouve même aujourd'hui, hein, dans nos civilisations modernes, qui fait comme la France du savoir nager ou de la piscine un modèle ou une cape à suivre, c'est la même chose. On surfe tout le temps sur les valeurs du sport et les bienfaits de l'eau. OK, c'est l'eau qui fait du bien. Ah oui, cause nationale, lutte contre la noyade. C'est l'eau qui tue. Si tu te noies, tu te tues. Et à un moment donné, tu te rends compte quand même que le plan 1000 piscines dont on parle beaucoup, qui était celui de Gaulle, enfin, ou de son époque, avec ses équipes, est aussi en partie, je pense pas que ça soit juste, une story, hein, c'est quand même il y a un fond de réalité. C'est déclencher un plan d'État, pour lutter contre des noyades qui étaient plutôt régulières dans des cours d'eau, parce que les Français se baignaient plutôt dans des lieux de baignade naturelle. Mais ce qui a déclenché, c'est ce fameux mariage sur une barge qui a dégénéré et où la barge a coulé, des dizaines de morts, en plus qui tuent, tu vois? Et il faut vraiment qu'on la dompte, en fait, qu'on fasse un et c'est quand même, lancé à ce moment-là un projet d'État où on a dit à des archis de plancher sur, une sorte de process industrialisé de construction de piscines plutôt simple, mais avec un enjeu hyper fort derrière, qu'on est-ce qu'on le reverra pas? Je sais pas, mais c'était quand même inédit, et ça nous a construit aussi sur, ce qu'on est aujourd'hui dans notre rapport, en tout cas en France, avec l'eau, les piscines, et cetera. Comme quoi, même les mariages malheureux, ça apporte du bon, hein. Ouais, c'est vrai, faut toujours trouver quelque chose de positif. Mais, et du coup, tu as quand même ce côté-là eau accessible, mais il faut la rendre accessible. Donc, que ça soit par le plan 1000 piscines, que ça soit par... Et là, tu vas voir que je suis un bon podcasteur et que je travaille les transitions, puis que c'est aussi par... Yes. Il faut la rendre saine et confortable et agréable pour le public. Et c'est Ouais, pour tout à ça que fait. tu es là aujourd'hui. C'est parce que dernièrement, il y a une nouvelle loi qui est passée sur les vidanges. Alors déjà, avant de parler de cette loi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a les vidanges, pourquoi toutes les piscines font des vidanges, quel est l'intérêt et en quoi ça a un impact sur le bien-être dans l'eau. Ouais, alors, j'essaie de faire, le plus simple possible, mais pourquoi la vidange? Parce qu'à un moment donné, l'accueil de public dans un volume d'eau, se fait dans des conditions quand même effectivement sanitaires, j'allais dire minimales, d'exigence minimale de santé publique, qui ont créé des textes pour dire: «Voilà les caractéristiques minimales qu'il faut pour que les gens se baignent sans prendre de risques sanitaires, d'attraper des maladies ou des microbes, trop de champignons, et cetera». Donc du coup, la réponse a été plutôt un traitement désinfectant. Alors il y a plein de produits, on va pas les passer ici, mais en fait, il faut rendre l'eau désinfectée et désinfectante. C'est les 2 axes principaux de la réglementation quand on dit de traiter l'eau, dans un accueil, public, et si tu veux, c'est qu'on met neuf à un moment donné, on traite en permanence, il vieillit malgré tout. Il se passe des choses dans un volume d'eau. Les gens y apportent, comme on dit, leur pollution. Les éléments chimiques, qu'on vient adjoindre, à ce mélange-là pour, garder l'eau désinfectée et désinfectante, bah, interagissent entre eux. Ils créent parfois d'autres molécules en interagissant. Donc on les suit, toutes ces molécules, elles sont regardées, elles sont analysées régulièrement, et puis à un moment donné, comme l'eau a malgré tout vieilli à cause de ces transformations, il est quand même, quasiment plus sain de la vider. Alors partiellement, ça peut marcher. Mais en général, on dit aussi totalement, et le totalement, il sert à une deuxième chose qui est pour le coup d'entretenir aussi, le bac. Puisque l'eau en tant que telle, c'est, un contenu, et il faut suivre son évolution et la remplacer quand elle commence à vieillir, mais elle est quand même dans un contenant qui est fait, historiquement plutôt de bassins, en béton avec, étanchéité et du carrelage, et tout ça, ça a besoin d'être de temps en temps mis à nu
pour être, vérifiés, nettoyés, repris, s'il y a des joints qui sont en train de se dégrader, des carrelages qui sont en train de partir, voilà. Donc les vidanges, c'est ces 2 aspects, principaux. L'hygiène quand même et le côté sanitaire en gros 1 et puis en 2, tu as besoin d'un arrêt, pour vérifier que ton contenant n'est pas en train d'être percé de partout et qu'il peut encore tenir dans le temps. Et alors déjà, très bon résumé, très bonne explication. On voit que tu as l'habitude de parler de ces sujets. Déjà, moi, je pense que c'est important qu'on prenne le temps d'en parler parce que Ouais, ça impacte directement le nageur. Les fameux nageurs ouais, qui disent qu'il y a l'eau qui pique ou que ça sent le chlore, ça part de là. Là, notre épisode est diffusé mercredi. Le samedi d'après, je ferai un épisode spécial sur le chlore, les chloramines et expliquer tout ce fonctionnement-là. Donc, ouais. abonnez-vous pour pas le louper. Et puis, on rentrera plus en détail là-dessus dans 3 jours sur comment ça fonctionne. Mais c'est important parce que pour schématiser, en fait, l'eau, il ne faut pas qu'il y ait de microbes dedans. Et il faut qu'elle puisse se défendre si jamais il y a des microbes dedans. C'est ça, Et c'est c'est ça. cette création de Désinfecter et microbes, désinfectant, voilà, tout à c'est fait. cette création de microbes qui va dégager un gaz qui est irritant et où on a l'impression que du coup c'est une piscine qui est mal utilisée. La crainte qu'ont beaucoup, Quand on c'est est parce au que, chlore quand on est au chlore. oui, Il y a d'autres procédés, hein, malgré tout, qui peuvent être, déployés, qui évitent grandement, enfin, en fait, qui évitent un grand spectre de désinfection avec le chlore. Le problème, c'est que l'ARS a tout le temps été très prudente et sur une partie, en fait, du spectre des microbes, pour faire simple, qu'il faut éradiquer, on a tendance à dire qu'il y a que le chlore qui peut le faire à la fin. Quand, les autres principes quand même accrédités, tuent 95-98 du spectre qu'on veut éradiquer. Allez 2 mettez, mais si tu en mets vraiment pas beaucoup, à cette fameuse création de chloramine, hein, monodicloramine puis la trichloramine dont tu parles, celle qui se sent, celle qui pique les yeux. Si tu es pas au chlore, tu n'en as pas, tu n'en as ouais. pas. Difficile de l'éviter, mais très compliqué. Donc voilà. Et l'ARS, donc c'est l'Agence régionale de santé, qui jusqu'à présent, c'était elle qui contrôlait régulièrement, de façon inopinée, l'état de l'eau, qui venait faire des analyses. En plus des analyses faites par les équipes des piscines qui étaient obligatoires, elle venait là. Ça a changé en même temps, enfin peu de temps après, le changement de vidange. Donc jusqu'à présent, les vidanges étaient obligatoires. Il fallait vider le bassin régulièrement complètement. Et maintenant, c'est plus obligatoire. La phrase qui ressort de beaucoup d'utilisateurs, de beaucoup d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages, c'est bah, du coup, l'eau maintenant, elle va être sale. Donc, ton rôle Mmh. à toi, tu as une C'est demi-heure pour nous expliquer si oui ou non l'eau va être sale. non. Alors, enfin, moi, quelque part, il faut pas lutter contre ce que les gens, ils ont comme perception, et j'ai presque envie de dire que le début est vrai. Si et puis que les gens qui vont, t'écouter ou nous écouter aujourd'hui et qui pensent ça, bah, finalement se renvoient la question à eux-mêmes. Est-ce que eux se sentent sales quand ils viennent dans ma piscine et dans mon eau de piscine? Parce que moi, l'eau de piscine que j'ai mis, si on prend la fresque, ou la timeline là dont on parle, si j'ouvre demain avec, après une vidange complète et où j'ai mis de l'eau neuve du réseau d'eau potable de la ville, qui me dit qu'elle est sale? Parce que c'est ça la définition de sale. Donc on va quand même partir du postulat que l'eau du réseau d'eau potable est plutôt propre. Ouais, Donc je démarre avec une eau propre. On peut déjà éradiquer le principe que l'eau des piscines est sale. Au départ, elle est propre. Mais quand elle va se salir, c'est de la pollution de qui? Bah, voilà, celle des gens qui te disent eux-mêmes: «Mais l'eau de la piscine est sale». Oui, mais parce que tu la salis potentiellement. Toi, moi, quand je vais me baigner, mes enfants, s'ils urinent dedans, s'ils transpirent dedans, oui, oui, on va tous amener notre propre saleté, notre propre pollution. Mais heureusement, il y a des équipes, acharnées dans les piscines qui font un traitement d'eau efficace en réponse à des réglementations aussi assez drastiques en France pour qu'on aille trouver cet équilibre de, je vais désinfecter l'eau des pollutions qu'on va m'y amener et du coup, on va la rendre, on va on va permettre sa conservation propre le plus longtemps possible. Donc on touche un phénomène qui est aussi, très courant dans les piscines, c'est presque un serpent de mer, c'est de l'hygiène des nageurs. Donc bah, voilà, que chacun se pose sa question, devant la glace aussi de si j'aime ma piscine, et que j'ai la sensation que je vais dans une eau, sale, je peux contribuer moi-même à la rendre propre. C'est-à-dire prendre une douche savonnée, porter un bonnet pour laisser le moins de poils, de cheveux, dans l'eau et cetera et cetera.
Le problème, c'est que la compréhension individuelle des choses, je trouve en France comme dans beaucoup de civilisations aujourd'hui dites développées, la conscience personnelle, elle est plutôt là et on a du mal à aujourd'hui se mettre dans un corpus collectif. Le problème, même en piscine, on le voit. C'est: «Ouais, beh, vous voulez pas vous doucher?» «Si, si, mais moi je voudrais bien me doucher, mais quand je vois les autres, ils le font pas, donc je le fais pas». Ouais, mais abandonne pas, quoi! Lâche pas comme ça! C'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit trop de gens, peut-être pas s'en foutre, mais passer outre ça et on se dit que à quoi bon, être, tout seul à le faire alors que les 99 autres à côté ne le font pas et on est parti un peu dans l'autre sens. Bon, après parce qu'on est un peu aussi des latins et on n'est pas des teutons, hein, et bonjour à nos amis allemands que je respecte beaucoup, mais voilà, on n'a pas de non, on est moins sur l'ordre établi. Donc voilà, l'eau n'est pas forcément sale à la base. Après, on continue à la rendre, propre. Répondre à ta question sur le changement de réglementation, il y a 2 grands axes, hein. C'est vrai que ces 2 textes ont été concomitants. Là, la suspension de la vidange obligatoire annuelle qui était de fin décembre 2025. Puis juste là, il y a quelques semaines, le 20 février 2026, un autre texte, alors qui est différent sur le corpus, législatif, hein. C'est pas du tout les mêmes textes au départ, mais ils se rejoignent tellement fortement que c'est impressionnant. Une mesure de simplification, pour les collectivités territoriales, c'est dans une sorte de package de simplification, de l'État vers les collectivités territoriales et dedans, tu trouves un aspect, gestion des piscines, en gros, qui te dit, bah, en fait, demain, il y a plus de contrôle, automatisé. Parce que tout à l'heure, tu as dit inopinés. Ils peuvent en faire des inopinés, hein, au niveau des agences régionales de santé, mais ils en font déjà des quasi, c'est toutes les 8 semaines, hein, 6 ou 8 semaines. Donc Ah ils oui, les font. oui, ce que je disais, c'était qu'ils disent pas à l'avance, on vient demain. S'ils viennent Si, de si, façon régulière. Ah bah moi, si, si. ils m'ont jamais prévenu. Alors, en fait, si tu veux, l'ARS est chargée d'opérer encore aujourd'hui, hein. Le texte du 20 février, il sera d'application que dans 9 mois, hein. Il sera d'application en janvier 2027, dans 8 mois. Donc, jusque-là, c'est encore comme ça. L'agence régionale de santé, localement, elle a, cartographié toutes les piscines qu'elle a sous sa supervision. Elle passe un marché public de contrôle et d'analyse de prélèvement des eaux de baignade. Elle le confie à un opérateur qu'elle a mis en concurrence. Donc le laboratoire X est retenu et il est chargé d'aller faire dans toutes les piscines du territoire de l'ARS en question, des analyses toutes les, 6-8 semaines. Donc, il ne te communique peut-être pas la date exacte à chaque fois, Oui. mais le cycle est connu de l'exploitant piscine et du laboratoire qui, si les rapports sont bons, le préleveur, il va te dire, «Je viens la semaine prochaine». Tu vois? Il te dit pas: «Ouais, je vais venir, mardi à 8h15», quoique il peut le faire. En tout cas, c'est pas de l'inopiné, ça c'est la partie régulière du contrôle. Tu l'as dit aussi et c'est exact, en interne dans les piscines, nos propres équipes techniques dans la conduite, de l'hygiène sont tenues de suivre un carnet sanitaire qui demande, des relevés aussi des mesures, des paramètres physico-chimiques de l'eau 2 fois par jour. Donc nos équipes techniques dans les piscines font des prélèvements le matin avant l'ouverture, consignent les résultats dans le registre, sanitaire et font la même chose en général en fin d'après-midi ou en début de soirée, 2 fois par jour. Plus le contrôle ARS, donc mandaté sur un laboratoire accrédité, plus de l'inopinie. Si alors, délation, problèmes récurrents, non réglés, apathie du gestionnaire, qui reçoit des injonctions mais qui bouge pas, oui, on peut déclencher en plus. Et donc demain, c'est-à-dire en 2027, tout ce contrôle chapeauté par, les organes déconcentrés de l'État, les agences régionales de santé, est complètement confié à l'opérateur, qui gère le centre aquatique. Donc la responsabilité complète je cherche un laboratoire, j'organise mes méthodes de prélèvement avec lui. Alors il y a des cadres réglementaires, mais, heu, je reçois les résultats moi-même, je régule moi-même si les résultats sont pas bons, mes actions correctives et j'en informe l'ARS et qui va faire remonter l'info. Là où aujourd'hui, c'était l'inverse. L'ARS te contrôle à distance. Toi, tu as rien à faire, tu ouvres au laboratoire et puis du coup, quand, le laboratoire a fait les tests chez toi, il les renvoie à l'ARS. Dès qu'il y a des paramètres qui sortent des limites, sanitaires, ou des références sanitaires, c'est 2 aspects un peu compliqués ou techniques, mais c'est super important aussi, limites et références. Et bah, dès que tu as des trucs qui sortent des cadres, l'ARS te renvoie le papier avec des trucs en rouge en te disant: «Ah bah, voilà, là-dessus, vous êtes pas bon, à mesure corrective». Mais c'était très passif, tu vois, quelque part. On Bah on oui. attendait des résultats. S'ils étaient bons, bah, on était content. Si c'était mauvais, on essayait de réguler.
Ah et attention, peut-être aussi pour, j'oublie pas parce qu'on parle à nos nageurs ou à nos utilisateurs des piscines, on parle pas qu'entre techniciens. Quand on dit, «C'est pas bon», 9 fois sur 10, je vais peut-être être un peu parce que je suis quelqu'un d'optimiste, mais 9 fois sur 10, le «c'est pas bon», c'est pas très grave pour les gens, Oui, c'est ça. vraiment. Enfin, pour chaque donnée, c'est un peu comme on fait une prise, quand on fait une prise de sang, il y a Oui, les données qui sont parfaites si on y va. Et puis mais oui, après, il y a des points d'intention. Et si là, tu dépasses, là, ça devient grave. C'est pas en mode exactement. 3 c'est bien. Ah, t'as 3,1, bah c'est pas bien, tu fermes quoi. Exactement. Quand tu as du chloractif qui est pas en quantité suffisante, bah, tu étais pas sur, le spectre demandé qui est le plus efficace possible, mais tu t'en sors un peu, mais tu peux revenir et en tout cas pour les gens, c'est presque imperceptible. Quand ton pH il commence à dériver, bon, ben, si tout le monde se souvient de ses études, le pH neutre, il est à 7, en piscine, on doit être à pas en dessous de 6,9. Donc tu vois que 6,9 en termes même, chimiques, c'est même pas de l'acidité, quoi. Le neutre, c'est 7. 6,9, tu es dans la gamme acide, mais ça va jusqu'au 0, hein. Donc avant vraiment d'être dans l'acide pur, ça va, il y a de la marge et puis ça va jusqu'à 7,7 de l'autre côté, sur la frange, basique. Donc pareil, quand tu es à 7,8 ou 8, tu es sur une base qui est pas agressive. Donc voilà, c'est quand tu sors de cette fourchette 6,9, 7,7 en termes de pH, c'est pas dangereux pour l'être humain, quoi, il y a aucun problème. Après ce qu'on craint beaucoup plus, c'est plutôt effectivement grosses bactéries ou les staphylocoques, tu vois? Mais ça, c'est des pollutions qui sont amenées par le réseau lui-même. Tu peux avoir une pollution, du réseau d'eau potable, et l'adduction, vers un point de puisage qui est la piscine, comme un robinet à la maison, pourrait être contaminante à cet endroit-là. C'est quand même pas courant non plus parce que notre eau, potable aujourd'hui en France, elle est pareil, elle est traitée dans des infrastructures qui sont quand même, high-tech, enfin high-tech, très développées, hein. Nos stations d'épuration, elles sont des box quoi, donc je veux dire, on n'est pas démunis de ce côté-là. Par contre, après, voilà, les choses un peu plus violentes, que tu peux contracter, elles viennent des autres. Mais il faut l'accepter. La Moi, vie en commun, c'est ça aussi. dans toute ma carrière, il y a une fois un staphylo. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est dans le circuit d'eau, il y avait une erreur et du coup, il y avait de l'eau qui stagnait. Et c'était dû à ça, quoi. Donc, c'est vrai que les grosses bactéries, c'est assez rare dans les vides d'une piscine, quoi. Alors tu as raison aussi, hein, tu touches un point et qui est plus technique, mais tu as raison. Il y a aussi, et c'est un autre aspect des choses que d'ailleurs la nouvelle réglementation veut toucher du doigt et c'est la conduite justement technique de l'ensemble de ton bâtiment. Alors dans le traitement d'eau, il y a effectivement les réseaux hydrauliques. Dès qu'ils vont trouver comme ça des bras morts, c'est-à-dire des endroits qui sont pas en ligne droite ou des coudes un peu trop serrés ou des endroits qui sont un peu en impasse, comme une rue en impasse, une sorte de tuyau qui finit dans rien. Il va rester en charge, c'est-à-dire qu'il va avoir de l'eau dedans, mais cette eau-là, dans un endroit du circuit, elle ne va plus circuler. Et comme tout le monde a déjà pu le voir, l'eau, elle devient saumâtre, elle devient dangereuse quand elle est inerte, en fait. L'eau qui est en mouvement, elle est magique, elle se renouvelle, elle a pas le temps de prendre trop d'impuretés ou de choses dégueulasses, parce qu'elle les évacue, elle joue avec. L'eau qui stagne, elle devient dangereuse. Donc dans un réseau hydraulique, dans des tuyaux, c'est pareil. Si tu as un bout mort, l'eau stagne dedans, bah, tu vas avoir ce qu'on appelle une sorte de production, dans le temps, hein, d'un biofilm. C'est-à-dire que la nature va faire les choses, la chimie va déposer une sorte de fil autour du tuyau dans un premier temps, comme une sorte de, bah, tu t'es déjà baigné dans une piscine privée qui a peut-être pas été très bien nettoyée, tu sens le liner qui est tout glissant là, Une tu vois espèce de cette sensation-là, tu couille-couille. l'as. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'était un biofilm qui s'est déposé parce qu'il y a pas eu de nettoyage. Donc il y a des sortes de molécules qui sont en train de s'agglomérer et qui forment une couche superficielle. Par contre, après, dans cette couche superficielle, c'est un terreau pour des microbes ou des bactéries, parce qu'elles, c'est leur terrain de jeu et puis c'est leur carrefour même, c'est leur marché, quoi. Donc si tu laisses ça se développer, là, ça va être le terrain pour une expansion, en fait, de ce microcosme qui devient pas bon parce que là, c'est la foire à la bactérie, quoi, après. Donc, Donc là, on réinterroge la façon d'entretenir ces réseaux et donc, on retrouve la nécessité de non pas avoir forcément des vidanges des bassins, mais des arrêts techniques. Il faut que par moment, les nageurs aussi, nos utilisateurs, nos clients comprennent que la piscine, elle doit fermer. On puisse potentiellement la vider, hein, partiellement ou totalement, mais aussi, surtout, détartrer les douches, parce que dans le tartre aussi des douches, vient se mettre, potentiellement la légionelle, qui est un autre aspect sanitaire, très dangereux, hein. La légionellose, c'est aussi
un phénomène qui peut être mortel pour des gens en immunodéficience, hein, des très jeunes, des très vieux ou des gens, immunodépressifs. Donc tous ces éléments-là, c'est aussi parce que j'entretiens mes respos et mes équipements que je peux les repousser. Alors déjà, je Voilà. pense que je vais t'inviter plus souvent parce que ça fait plein de fois que tu dis que j'ai raison. Donc c'est toujours agréable à entendre. Je vais t'inventer régulièrement. Mais je fais une petite parenthèse. Pourquoi tu penses que c'est important que le nageur il comprenne ce genre de choses, ce genre de fonctionnement? Pourquoi, selon toi, c'est important de communiquer là-dessus, même si c'est la partie entre guillemets invisible, malheureusement, du fonctionnement d'une piscine? Bah là, moi très simple, hein, mais merci pour cette question-là parce qu'effectivement, déjà parce que je suis un adepte de la connaissance en fait. Je suis pas très intelligent, mais plus je connais des choses, moi plus je suis rassuré sur ce qui m'entoure, plus je peux en parler avec les autres. Donc je puis vu les temps qui courent, voilà, il faut être au courant. Il faut savoir, il faut creuser, il faut comparer les versions d'ailleurs, hein. Je veux dire, moi la mienne n'est peut-être pas forcément, celle qu'il faut uniquement retenir, mais en même temps là, on est informé ou on nous a décrit quelque chose, que ça commence à prendre du sens et du coup, deuxième chose, bah, ça peut les rassurer. Ces personnes, si c'est les mêmes dont tu me parlais qui me disent: «Mais l'eau, de la piscine, elle va être sale». Bah, a priori, non, elle l'est déjà pas en fait au départ. Tu peux avoir une action pour éviter qu'elle devienne trop sale et puis du coup, si tu comprends un peu tous ces phénomènes-là, en interagissant tous dessus, bah, toi, tu es rassuré que tu vas pas te baigner dans une eau, saumâtre et puis parce que tu sais un peu plus aussi quelles actions toi-même tu pourrais engager, bah, tu participes avec nous au fait que, bah, non, elle va pas être de plus en plus sale. Elle va peut-être pas être de plus en plus propre non plus mais on va être dans quelque chose de très, très correct et d'entendable pour tout le monde et je dirais que troisièmement, pour valoriser en fait tous les gens que je connais qui dans les piscines et qui sont là pour faire, le bonheur des autres, vraiment. Alors je dis pas qu'il y a que des gens compétents, qu'il y a pas que des gens, 3/4 d'heure avant l'ouverture, sur leur planning hyper motivés, pour gagner la misère dans les collectivités. Non, je dis pas ça. Mais je dis que, il y a des membres des collectivités territoriales, des équipes de gestion des piscines qui font tout pour que, l'expérience soit la meilleure possible. Y compris sur ces aspects-là. Après, ils sont très réglementés. Il y a de la responsabilité qui est donc on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas laisser tu sais, il y a beaucoup plus et je peux pas cracher dans les soupes que je connais pas, mais il y a beaucoup plus de non-contrôle additionné à une sorte de trajectoire un peu folle dans des établissements privés où non seulement l'État n'a pas la capacité, la force de frappe à aller vérifier partout, parce que c'est parfois des petits équipements. Et je pense et pourtant les mecs, c'est des mecs bien, hein. Je pense à des écoles de kiné, des instituts de kiné où maintenant c'est assez courant que tu aies une sorte de balnéothérapie Ouais. qui accompagne, la pratique kiné. Mais ces bassins-là, des fois, c'est des plans de culture. Parce que les mecs, c'est pas des techniciens de la piscine, c'est des bassins où si c'est un peu la balnéo, l'eau est potentiellement chaude. Je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais plus l'eau est chaude voilà, exactement, c'est le terrain de jeu encore plus favorable aux bactéries et leurs cousines. Donc ces endroits-là, ils sont aussi soumis quelque part à une double lecture, ils sont peu contrôlés ou pas parfois autant. Ils passent un peu sous les radars parfois et puis en plus, ils ont une trajectoire économique où, en fait, ouais, moi j'y vais en fait, hein. Si on me contrôle pas, de toute façon, il faut que je fasse du blé, il faut que je rentabilise mon truc donc tu vois? Ce qui n'est pas quand même le cas du service public. Service public, tu lui dis, «Il y a un problème, il faut le régler et potentiellement il faut fermer pour le régler». On n'est pas content de fermer une piscine publique. Mais quelque part, on n'a pas des actionnaires qui nous appellent de New York pour nous dire: «Non, non, non, vous inquiétez pas, on va envoyer des lobbyistes pour éteindre la loi, comme ça vous pourrez continuer d'ouvrir avec une eau sale, vous inquiétez pas». Non, ça se passe pas comme ça. C'est nous, on obéit aux ordres. On nous dit: «Fermez», on ferme, on règle le problème et on rouvre dans les bonnes conditions. Donc si tu veux, l'organisation des piscines publiques françaises, elle est quand même faite avec des gens qui sont compétents la plupart du temps, qui sont sous le joug d'une réglementation qui les engage en termes de responsabilité et il y a toute une chaîne qui ne fait pas n'importe quoi. Donc les gens peuvent être rassurés. Après, tu empêches pas l'accident. Tu empêches pas l'accident comme dans les sous-stations techniques ou même avec toutes les réglementations et les process de stockage ou d'utilisation des produits chimiques, bah, parfois tu as un nuage de chlore qui sort et qui vient intoxiquer des gens parce que ça arrive. Alors, je reviens sur plein de choses, parce que c'était passionnant. Déjà, moi, ça me rassure parce que je suis papa, et mon objectif dans la vie, c'est que mon fils, il soit respectueux, poli et curieux. Et je me dis que s'il a ces trois valeurs,
bah, il y a plus de chances qu'il réussisse et qu'il arrive à faire ce qu'il veut. Ça, je reviens à ce Mmh. côté curiosité, c'est important de se poser des questions et puis d'aller chercher des informations. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est en comprenant ce qui nous entoure qu'on va réussir à prendre le contrôle et du plaisir dans ce qu'on fait. Que ça Mmh soit mh. les piscines dans notre cas et la natation, mais quel que soit le sujet, si tu comprends comment ça fonctionne, bah déjà, tu es plus en train de dire ah non, mais c'est n'importe quoi parce que tu comprends. Donc tu peux te mettre à Ouais. la place, tu as les tenants, les aboutissants et c'est le plus important. Et le deuxième élément que tu as dit qui est passionnant, c'est le côté on est plusieurs. Dans la Mmh. piscine, tu as parlé de l'équipe technique, tu as parlé de l'équipe d'entretien, tu as parlé des maîtres nageurs. C'est vraiment un grand collectif qui doit se mettre en place Ouais, tout à fait. pour que quelqu'un puisse venir nager et prendre du plaisir en nageant. Et c'est important d'avoir cette Exactement. notion-là. Et ben, si tu veux, ça me fait penser pour l'éclairer peut-être d'une manière, qui va être un petit peu punchy, mais c'est pas grave parce que je trouve qu'elle va être assez pédagogique. Je vais te prendre une vraie situation pour nos auditeurs qui fréquentent les piscines et ils l'ont peut-être déjà vécu cette situation et sinon, si ça leur arrive, sois attentif à ce qui va se passer. Je vais te prendre la situation d'une ce qu'on appelle nous les pollutions aquatiques, donc celles venant des nageurs et qui est en gros une défécation dans l'eau, pour être clair. Je prends un truc, tu vois, qui est bien clair. Donc côté hygiénique, on peut pas faire pire. Quelqu'un s'est défait, dans l'eau, quoi, voilà. Alors, au niveau de l'organisation de la piscine, les premiers à pouvoir le voir, c'est les maîtres nageurs, parce que c'est eux qui surveillent le plan d'eau. Ouais. Après, tu as plein de pollutions aquatiques, même fécales, différentes. Elle peut être diffuse, elle peut être solide et cetera. Je te passe les détails, on va pas trop, écœurer nos auditeurs. Mais ce qui est important, par rapport à ce qu'on disait, c'est si tu prends un usager de piscine publique lambda qui se trouve, plutôt sous l'axe consommateur de: «J'ai payé mon entrée, je veux profiter avec ma famille et compagnie». Et de l'autre côté, la personne qu'on aurait voulu éduquer, avec un peu plus d'informations, qui est capable de comprendre plusieurs phénomènes et qui, du coup, avant de se plaindre, va, croiser des datas et puis ceux qui sont complets, ça me plaît moyen ou il va dire: «Ça lui plaît pas». Mais après un raisonnement. Bah oui. Et ben, observer si ça à partir du moment où la piscine sait que quelqu'un a fait dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Et ben, il y a 2 situations, je les schématise évidemment, mais si la piscine est complètement inorganisée, avec des gens qui sont du coup un peu moins responsables que ce que j'expliquais tout à l'heure et vous laisse vous baigner, bah, il va satisfaire toute la partie qui a payé et qui veut continuer d'être là parce que ça va les faire chier qu'on évacue le bassin, mais c'est complètement irresponsable et laisser des baigneurs dans le caca d'un autre, c'est très dangereux. Parce que c'est là que tu peux ingérer des matières, qui sont pas bonnes pour toi, mais qu'elles viennent pas de la piscine, elles viennent d'un autre, Ouais. de tes congénères. Si l'organisation générale de la piscine a découvert la chose et on peut lui avoir dit, c'est pareil, que ça soit un usager qui vienne dire: «Oh, il y a un truc dans l'eau», ça veut pas dire que les ménageurs font pas leur boulot. C'est-à-dire que c'est pas des machines, ils n'analysent pas une crotte dans l'eau à des centaines de mètres. Donc on vient leur dire ou ils le voient eux-mêmes, si tu as une procédure interne qui est établie, ce qui devrait être le cas, et ben, c'est incontournable dans ce cas-là de figure précis, d'avoir une évacuation. Donc on est censé dire aux gens: «Désolé messieurs, dames, il faut sortir de l'eau immédiatement» et s'ensuit une procédure qui rejoint la partie hygiénique dont on parlait tout à l'heure, sanitaire, je dois ramasser tout ce que je peux de cette pollution-là, je dois faire une surchloration de l'eau du bassin, parce qu'il faut qu'effectivement je ramène plus d'agents désinfectants pour lutter contre ces fameuses saloperies qui sont rentrées dans l'eau en importance aussi. Et il faut que je laisse en théorie un cycle de 1h30 pour un bassin plutôt de faible profondeur, voire de 4 heures pour un bassin volumineux. Il faut que je laisse un cycle hydraulique de renouvellement en fait du circuit d'eau donc de X temps, pour que ces bactéries-là, elles soient prises dans les filtres, évacuées, traitées, dégommées par le chlore, et cetera. Donc oui, ça fait pas plaisir de dire aux gens: «Messieurs, dames, nous sommes le 17 juillet, il fait 37 degrés, mais il y a quelqu'un qui a chié dans l'eau, donc vous devez sortir pour 1 heure et demie». Mais tu crois que ça leur fait plaisir aux maîtres nageurs? Tu crois que les hôtesses qui vont voir tous les gens sortir de l'eau dire: «Ouais, c'est n'importe quoi». Ouais, mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas l'hôtesse, c'est pas le maître nageur. C'est ça se trouve ton voisin qui a fait caca dans l'eau. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas des fous furieux, on va pas vous laisser vous baigner là-dedans. Et puis on n'a encore pas trouvé d'autres solutions, que de remplacer, l'eau comme ça au cours du traitement d'eau, on n'arrive pas à la remplacer en 2 temps 3 mouvements, tu vois? 300 mètres cubes d'un bassin ludique, tu la purges pas et tu la remplis pas comme ça. Puis de toute façon, même si on pouvait le faire techniquement, on le ferait plus parce que l'eau, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais l'eau commence tellement à manquer qu'on ne le ferait pas non plus, ça serait pas très responsable. Donc voilà, tu vois une situation qui te fait voir comment sur une pollution presque exogène,
la thématique de la santé, des gens est notre priorité, mais peut amener à des considérations, négatives pour, ceux qui viennent se baigner et ils ont pas tout le temps cette conception. Quand tu le sais, je pense, tu vois les choses différemment et moi demain j'aimerais montrer par cet exemple-là que si demain ça vous arrive et que vous voyez une équipe comme ça de piscine réagir assez vite pour vous évacuer, bah, moi j'ai presque envie de vous dire: «Allez les remercier». Parce que si vous avez un enfant en bas âge, et qu'ils vous ont évité, de le laisser se baigner dans la merde des autres, excusez-moi des gros mots, mais c'est littéralement parfois ça qui se passe, bah, c'est que c'est des gens qui sont des bons professionnels et qui ont très bien fait leur boulot. Et il faut plutôt les remercier que de leur dire: «Ouais, j'ai payé, j'ai pas payé pour ça». Ouais, non, mais d'accord, mais le mec, il a pas voulu venir bosser pour ça non plus, en fait, hein. Dans sa journée, il s'est pas dit: «Ouais, chouette, je vais faire une évacuation pollution aquatique, ça va être trop bien». Tu vois? Le maître nage, il a pas envie de ça non plus. Et je suis tout à fait d'accord et c'est là où je pense que le fait d'avoir du savoir, alors c'est pas un savoir avec un grand A, c'est juste Oui. être, éduqué, avoir un petit peu de cette notion-là de ce qui se passe, c'est important et ça change tout et ça met en valeur en plus parce que pour ton exemple-là, il y a les maîtres nageurs qui sont inclus, il y a les dames et messieurs des vestiaires qui sont inclus, il y a l'agent d'accueil, généralement il y a aussi le directeur qui est au courant et il y a toute cette boucle, toute cette machine qu'on voit pas forcément et qui se Mmh met mh. en route et les gens ont tendance à l'oublier, mais pour le bien-être et pour la santé et la sécurité de ceux qui Ça, nagent, quoi. tout à Donc, fait. quand on voit qu'il y a de plus en plus d'incivilité alors qu'on a vécu ça, c'est assez c'est assez dommage, quoi. Mmh mh. Tout à fait. Et ça met un autre point important, c'est, 1°, le fait que ça soit un collectif, on l'a déjà dit, mais Mmh. deuxièmement, le fait qu'il faut réussir à penser, global, à pas juste se contenter de se dire: «Non, mais moi je veux qu'il y ait les nageurs dans l'eau qui s'amusent», mais qu'il y a tout le point de vue logistique, tout le point de vue sanitaire, tout le point de vue global à prendre en compte, pas quand on utilise une piscine, mais dès la construction, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, après, il y a aussi une partie, pour s'en rendre compte, alors tout le monde peut pas avoir comment dire? Le visuel de ce qu'on appelle un ERP, hein. C'est une piscine publique, c'est un établissement recevant du public, donc c'est plutôt un gros ouvrage en général, hein. Bon, on parlait des 1000 piscines au début, c'était des plus petites piscines, mais quand même, ça reste un bâtiment important à traiter. Aujourd'hui, tu vois la taille de certains centres aquatiques, c'est ce qu'on appelle des piscines parfois cathédrales, hein, qui sont c'est quand même immense, quoi. On peut aller sur des bâtiments à plus de 6 000 m², avec, 1 500 m² de plan d'eau, c'est des 4 000 m³ de volume. Enfin, je veux dire, c'est alors une partie des gens qui pourraient peut-être se rendre compte de ce qu'on dit là, c'est ceux qui ont peut-être eux-mêmes une piscine à la maison. C'est pas l'apanage de tout le monde, mais quand tu vois déjà pour ta petite piscine de 30 m³, ce que c'est que de gérer ton filtre, de remettre l'eau en état, bah, là maintenant au mois d'avril, tu vois? Quand elle est toute verte et puis qu'il faut la retraiter au chlore-choc, et puis après quand elle est bien et que tu te baignes, genre avec tes amis ou avec ta femme, bah, voilà, tu es dans un bassin de 30 m³ où il y a quoi? Il y a 3 4 personnes qui se baignent en fait, donc c'est un usage, très restrictif en fait, très petit. Et puis tu as peut-être la situation où ton fils, il a invité tous ses potes et d'un coup, là, il y a un samedi où ils sont venus à 15, ils ont joué au ballon, donc ils ont été dans l'herbe en même temps et puis ils sont revenus dans l'eau et puis ils étaient 15 dans l'eau, en fait, donc déjà ton niveau d'eau, il a baissé de moitié parce qu'ils ont giclé de l'eau de partout et puis ton eau, en fait, c'est ta pelouse ou ta pelouse, c'est ton eau, tu sais plus parce que du coup, toute l'eau est partie dans la pelouse et puis toute la les brins d'herbe sont venus dans la piscine et là, tu te dis: «Waouh, mais ils m'ont mis un bazar, je vais devoir, il va me falloir une semaine ou 3 week-ends pour récupérer ma piscine familiale d'avant», tu vois? Et ben, la piscine publique, c'est la même chose presque tous les jours en mode XXL, quoi. C'est la même chose. Alors, tout n'est pas en mode estival avec ces pollutions externes que peuvent être la terre ou l'herbe quand tu ouvres en été et puis que les gens peuvent aussi aller sur des pelouses ou des extérieurs parce que là, ça devient très, très compliqué aussi à gérer. Enfin, ça demande beaucoup plus de boulot. Mais globalement, c'est la taille est démesurée et puis les volumes d'usage avec, tu vois, les centres aquatiques qu'on connaît aujourd'hui, c'est quand même facilement entre 300 à plus de 1 000 baigneurs jour, en fait, accueillis, quoi. Donc c'est des volumes très, très importants, hein. Il faut aussi que ça me permet de faire une digression mais très rapide sur, quand on est utilisateur, comme tu le dis, on parle pour les auditeurs qui sont des nageurs, donc on est tous de cette même famille, on adore l'eau, on aime nos piscines et plus on connaît aussi son fonctionnement, à nouveau, plus on est humble par rapport à ces desiderata très personnels. Parce que la piscine publique, je te promets, toi tu le sais, beaucoup le savent, mais il y en a trop qui ne le savent pas par contre, la piscine publique, c'est un melting pot de fou. Dans une piscine publique se retrouvent toutes les classes sociales,
En maillot de bain, on les distingue bien moins, donc ça, c'est bien. Et puis en plus, c'est les types de familles que nous aussi on organise dans l'accueil. Donc c'est de l'institutionnel avec des scolaires, des associations, des établissements spécialisés, donc du handicap et cetera. C'est le tout venant, mais le tout venant, il veut tout. Il veut de l'aquagym pour machin, il veut, son créneau triathlon pour truc, il veut de la nage avec palme, il veut ci, il veut ça. C'est pareil, les collèges, les lycées, les écoles, les pompiers, les gendarmes, tout le monde vient à la piscine, en fait. Donc quelque part, se rendre compte que c'est vraiment un espace collectif qu'il faut partager. D'ailleurs, c'est sa vraie richesse. Je suis parfois effaré de voir, les tentatives, en fait, pareil d'accaparement, de créneaux piscine, pour des happy few, quoi, tu vois? «Ah bah non, mais nous, on veut réserver, la moitié du bassin, mais on sera 4 quoi. Comment ça? Moi, dans la moitié du bassin, je mets 180 baigneurs, donc pourquoi tu veux qu'un accueil pour tous se substitue à un accueil pour 4? Non, les gens veulent venir se retrouver à la piscine. Alors pas forcément pour faire une activité en collectif, mais avouons que c'est quand même la richesse, quoi. Tu viens à la piscine, c'est un spectacle vivant, en vrai. T'as as de quoi regarder. Alors tu de quoi t'énerver, te confronter aux autres, mais au final, ça fait du bien aussi de pas être dans son couloir aussi individuel tout le temps, quoi. Mais ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Quand je me plains d'un dysfonctionnement de la piscine ou que c'est pas ouvert ou que ce créneau-là est pas disponible pour moi, de toute façon, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Moi, je disais souvent aux hôtesses d'accueil il y a longtemps, quand elles avaient pas la bonne sémantique du type, des clients venaient, c'était une piscine près de Lyon, hein, il y avait beaucoup de professionnels autour, hein. C'est une piscine urbaine, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient après le boulot, genre, «Ah bah ouais, je veux une entrée à la piscine un mardi soir à 18h. «Ah non, désolé, la piscine est fermée». Et je sortais de mon bureau, j'allais voir ma collègue, je disais: «Non, non, non». Je dis: «Vous lui dites, enfin la prochaine fois, vous lui direz s'il vous plaît, on n'est pas fermé». On avait un mardi soir qui était réservé aux associations. Donc on n'était pas accessible au grand public, mais on n'était pas fermé. On fonctionnait à bloc, on avait du monde, ça tournait, il y avait 300 baigneurs dans les bassins parce que c'était que des assos et compagnie. Donc tu vois, les mots ont un sens. C'est on n'est pas fermé. Parce que les gens, ils imagine la personne qui vient à 18h un mardi, elle veut se baigner parce qu'elle est sortie du boulot et on lui dit: «La piscine est fermée». Et là, elle ressort, elle se dit: «Mais attends, mais il y a un accueil d'ouvert. J'ai vu le directeur qui est venu la voir, donc il y a un mec qui bosse. Ils ont l'air d'être à l'accueil aussi là-bas pour les vestiaires et on me dit que c'est fermé. Mais ils font quoi les gens là, en fait? Pourquoi c'est fermé?» Et non, c'est pas fermé. C'est ouvert pour quelqu'un d'autre, tu vois? C'est cette vraie richesse qui fait que le quelqu'un d'autre, c'est tout le monde. Le quelqu'un d'autre, c'est toi quand tu étais enfant parce que tu as été accueilli à l'école pour apprendre à nager. Le quelqu'un d'autre, c'est toi quand tu as été dans une assoce parce que tu as été en club et que tu as fait de la compète. Le quelqu'un d'autre, c'est ta cousine qui a un handicap et qui vient avec l'établissement spécialisé parce qu'elle a un créneau à la piscine. Le quelqu'un d'autre, c'est toi de temps en temps quand tu sors du boulot à midi et demi et que tu viens faire un cours d'aquagym. On est tous le quelqu'un d'autre de quelqu'un d'autre en fait. Donc la piscine, elle accueille tous ces quelqu'un d'autre. Et il faut juste le comprendre pour parfois être un petit peu plus détendu sur ouais, c'est un endroit génial, on y accueille beaucoup de monde et peut-être parfois trop de monde. J'ai aussi cet aspect gestionnaire qui parfois me fait dire: «Ouais, là, on se crée nos propres problématiques». Ça arrive aussi. Il faut savoir trouver un équilibre. C'est pas tout le temps facile. Mais ça aussi, tu vois, c'est une information que parfois les utilisateurs de piscine n'ont pas vraiment en tête. C'est peut-être un Et, peu long, mais et justement, tu parles d'une richesse du collectif, et moi je te rejoins évidemment là-dessus. Enfin, je suis conseiller municipal justement ouais. pour participer à cette richesse de ma commune, à essayer de, bah voilà, de mettre en valeur les spécificités, les appétences de chacun, parce que chacun en a. Mmh. Être dans un collectif, c'est important. Et d'ailleurs, on fait tous les deux partie d'un collectif. On peut enfin en Yes. parler. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille Il est dessus. Et fort, il est enfin, fort. Il a les trouvé agitateurs la fenêtre de aquatiques, tir. les agitateurs aquatiques sont sortis. On est enfin officiel. Est-ce que tu peux nous dire un mot déjà sur pourquoi c'est important de réfléchir collectivement? Et deuxièmement, sur les agitateurs aquatiques. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est intéressant? Et je dirais même plus important. Ouais, ouais, complètement. Là, c'est une très belle période qui s'ouvre là par rapport à ce collectif que tu viens de citer là, qui a pris son envol, comme tu dis officiellement. Donc les agitateurs aquatiques, un regroupement, un collectif,
de professionnels ou d'amoureux de l'eau, hein, comme on l'est, sur tes podcasts, donc ça, c'est génial. Alors pourquoi c'est important? Ben, ça fait, je trouve, pas mal écho à ce qu'on vient d'essayer aussi de dire, et encore, on a dit qu'une petite partie, mais ça a permis sous l'angle sanitaire, on va dire, ou l'exploitation, multifacette, multi-activités, multi-publics, on a montré que ça touchait finalement beaucoup de gens, beaucoup de personnes et qu'effectivement le fonctionnement en tout cas d'une piscine publique, assez importante, c'est vraiment une histoire de collectif parce que, dans la piscine publique, bah, c'est plusieurs métiers. On parle souvent des maîtres nageurs, c'est ceux qui sont le plus visibles, mais on est quand même passé à l'accueil, donc il faut des hôtes ou des hôtesses d'accueil. Il y a des gens qui nettoient, cet équipement-là, donc on a nos personnels d'entretien et puis cette conduite technique qui touchait en partie, hein, il y a beaucoup de choses dans la conduite technique, mais il y a le côté sanitaire qu'on évoquait tout à l'heure, c'est des techniciens et cetera. On a beaucoup, beaucoup de partenaires aussi, hein, qui gravitent autour du fonctionnement pur des piscines, pas des partenaires qui utilisent, des partenaires qui sont des faiseurs, des opérateurs économiques, des contrats, des délégations de parties, tu vois? Donc c'est vraiment toujours une histoire de collectif. Une piscine publique, tu peux pas la faire tourner tout seul, ça ne marche pas. L'image est la même quand on a parlé de la multitude de publics, accueillis, des piscines hyper spécialisées, c'est quand même assez rare, hein. La plupart du temps, c'est vraiment pour avoir cet accueil un petit peu melting pot. Et puis moi, mon credo, en tout cas, personnel aussi et maintenant professionnel, c'est pourquoi c'est important d'être à plusieurs? Parce que c'est les points de vue, en fait, les prismes de les regards qu'il faut diversifier, vraiment. Si on veut que ce collectif, il ait un sens, il faut que les gens expriment un point de vue et les points de vue, ben, moi, j'adore quand, même dans la piscine ou dans les professionnels qui sont autour de la piscine, ça soit le point de vue de ta collègue de l'entretien qui vient te dire: «Ouais, mais là, vous nous avez fait des banquettes dans les vestiaires collectifs avec des pieds, en fait, qui sont rivetés dans le sol». Alors c'est tout con, hein, moi je suis très terre à terre, hein, mais et ben, chaque fois que j'ai des, dizaines de mètres de banquettes avec des trucs, rivetés dans le sol, tu sais, un pied en métal, ben moi je peux pas passer ma mop. La mop, c'est le balai un peu sophistiqué. Je peux pas passer ma mop dessous. Je peux pas passer mon autolaveuse parce que c'est bloqué. Et comment elle va derrière, la partie métallique du pied, là où la poussière va commencer à s'installer? Bah, au bout d'un moment, l'humain, il est comme ça. Il y en a 1 sur 10 qui a une conscience, professionnelle énorme, donc lui, il va y aller tous les jours. Il y en a 3 sur 10 qui ont une conscience professionnelle assez élaborée, ils vont y aller, tous les 2 jours. Et puis il y en a d'autres qui vont jamais y aller parce que ça va leur casser la tête, et ben ça, si tu peux le dire en amont du projet à l'architecte à ce niveau-là, peut-être que c'est pas trop son truc, mais à un moment donné du projet, avant que ça soit construit, si tu peux lui dire: «Bah, en fait, ta banquette en bois, horizontale, il est possible de mettre une sorte de diagonale une sorte, tu vois, de triangle diagonal pour, la riveter dans le mur et non pas au sol». Parce que ça facilitera le travail des agents d'entretien pour les sols. Ah ouais, c'est pas con. Alors ça se fait souvent, hein, mais si tu veux, c'est le genre de truc qui paraît tout bête, mais à un moment donné, tu as besoin du regard d'un autre pour quand même t'en rendre compte dans ce genre de projet un peu Maus qui est de construire un centre aquatique à 15 millions d'euros, par exemple, tu vois? Si un jour tu es dans ta commune, à la manœuvre sur ce type de sujet, je te promets que quand ta commune va engager 12 millions d'euros dans une piscine, ces petits sujets-là, toi, tu vas pas les voir Ah bah, et il y en a beaucoup d'autres qui ne les verront pas. Donc il faut le collègue, il faut le regard d'un autre pour, qu'il vienne te le dire et ça fait du bien, ça fait du oui, bien parce que et dans surtout que alors déjà, il faut faire attention parce que quand tu as imité la collègue de l'entretien, tu as pris un petit accent. Donc je ne sais pas si elle va se reconnaître, la personne. Tu as changé ta façon de parler. Donc c'est vrai, mince. tu auras peut-être un problème avec la personne en question si elle se reconnaît. Si ton imitation était vraiment bien, elle va se reconnaître. Mais la finalité, c'est que oui, tu as le bien-être de la personne de l'entretien qui va peut-être devoir se baisser, donc il risque de se fatiguer, de se baisser et tout. Mais tu as aussi elle va, au bout d'un moment, elle va plus le faire. Donc, c'est le nageur qui va arriver, qui va dire, ah bah ouais, mais c'est ça ici. Et Exactement. si on avait réfléchi un petit peu plus collectivement en amont, bah, on n'aurait pas eu ce souci. Exactement et puis après pour faire le trait d'union avec, donc moi à mon niveau, c'est ce trait d'union que je veux être maintenant, justement dans un projet qui est très bien ficelé en termes de conception, étudié par des scientifiques, tout ça on sait faire en France. Il y a une chaîne de valeur qui est hyper bonne. On a une matière grise de fou, hein, on sort des centres aquatiques qui sont super beaux sur plan, dans les études thermiques, thermodynamiques, tout est nickel. On a des bureaux d'études de fou. Après, ce qui manque, c'est la conversion pour que ça soit utile à l'usage, viable à l'usage, en fait. Tu vois, à un moment donné,
Les piscines sont pas destinées qu'à être belles sur des esquisses ou dans des plans, au 1/50 qui sont sortis, où on sait tout, millimètre. OK, mais comment les gens vont le vivre? Les professionnels qui vont bosser dedans, peut-être d'abord, comme tu dis, pour que ça soit un nouveau trait d'union, une nouvelle passe vers, si le professionnel y est bien, c'est pas pour qu'il y soit bien, pour que sa journée soit cool, c'est pour que son boulot soit fait correctement et que l'utilisateur final, bah, trouve le moins de pépins possible, en fait. Et là, la chaîne est mieux huilée. Alors, c'est pas facile parce que des petits sujets comme celui que je t'ai pris, il y en a franchement des comme celui-ci, il y en a des centaines, voire des milliers dans un bâtiment de cette envergure-là. Donc on n'arrive pas non plus à tout éviter. Mais si on discute à plusieurs, c'est mieux. Et puis donc la la mécanique est exactement la même avec les agitateurs aquatiques. On a regroupé des forces vives de notre secteur qui ont envie de, comme tu disais, de faire bouger les choses, d'où le nom, hein, d'agiter un petit peu aussi, ce regard sur notre secteur d'activité, mais avec à chaque fois un prisme qui est presque différent. Toi, tu es, le côté expression collective, l'auditorium en fait, pour que peut-être des voix inaudibles jusque-là, ben, aient droit de cité en fait sur l'usage des piscines. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu fais et tu verras que ça aura peut-être encore un avenir, Maús, parce que ce qu'on a du mal à intégrer et pourtant, toi qui es maintenant élu, on parle de démocratie participative, enfin on en parlait. Aujourd'hui, l'air du temps n'est plus tellement la démocratie participative, mais j'arrête là le Ah bah, le moi je vais parallèle. rebondir parce que on en parle et je suis conseiller délégué à la communication et à la proximité. Et Alors la ça a un sens proximité, complet avec tout ça, quoi. voilà. La proximité, l'écoute des usagers, les conseils de quartier dans les grandes villes, enfin, je veux dire, tous ces éléments-là de cette vraie démocratie de proximité et participative au sens noble du terme, ramenés aux piscines publiques, c'est bien parfois peut-être ce qui fait défaut. On a quand même assez peu les remontées ou les desiderata de nos utilisateurs finaux, en fait. Quelque part, une piscine publique, elle est plutôt décidée par les faiseurs, à nouveau, cette matière grise au départ dans la conception. Elle peut être complétée par des professionnels qui vont y travailler, mais au final, on écoute assez peu les nageurs, les familles qui viennent en profiter. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on donne un écho grâce à toi à cette population-là qui est celle qui s'en sert, qui devrait presque être légitime à pouvoir dire, alors il faudrait qu'elle soit représentative, on peut pas écouter les 30 millions de Français qui viennent se baigner dans les piscines, ça a pas de sens non plus. Mais tu vois, il y a quelque chose à faire. On a d'autres collègues qui vont venir pour être sur, la formation, le relais aussi sur l'accompagnement des professionnels, sur du coaching, il y a l'innovation aussi, hein, dans nos métiers qui est très forte, hein, l'innovation pédagogique et cetera. Donc voilà, on est ce petit groupe qui va proposer ce regard multiple, ces regards multiples pour que l'expérience piscine soit tant que faire améliorée, hein. On n'est pas des magiciens, hein, mais je pense que c'est des regards qui vont apporter des petites pépites. Oui, et puis là, le nom, il est. Alors, on va se lancer des fleurs, mais il est bien trouvé parce que notre but, c'est pas de révolutionner, parce qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on va révolutionner le truc. Mais si on Bon, il est arrive à bien trouvé, l'agiter certes. pour que les gens ils se posent des questions, qui replacent l'humain au centre de cette énergie collective qu'on retrouve dans les piscines, bon, on aura déjà bien bossé, quoi. Eh ben, exactement. Après, tu diras pas que oui, il est bien trouvé, je suis complètement d'accord, hein, mais tu diras pas qu'on était 10 à le trouver et qu'on a mis, 8 semaines parce que du coup, Non, non, parce que là, tu là, couperas ce passage-là, hein. voilà, Je la compte sur toi. démocratie participative, elle a bien fonctionné. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Des fois, une interrogation sur est-ce qu'on met une majuscule, est-ce qu'on met une minuscule, quel mot, pour que ça soit représente bien, parce que c'est important. Moi, ce qui marque le plus, j'apprécie plus, c'est que quasiment tous sont passés par mon podcast, mais Mmh avant mh. de faire le collectif. Et on se Ouais, parlait, toi et moi, avant de faire le collectif, c'est vrai. parce que c'est les valeurs humaines qui se retrouvent. Ce côté, on replace l'humain au cœur. Et bah, moi, je suis hyper enthousiaste à cette idée. Et je sais que dans mes journées, quand il y a marqué agitateur aquatique, parce qu'on fait une visio, parce qu'on va réfléchir, bah, ma journée elle commence bien, quoi. Mais c'est clair, c'est un super élan, ouais. Très content aussi d'en faire partie là et c'est très motivant et je pense qu'on sortira des choses utiles à nouveau, aux utilisateurs, aux usagers de nos piscines quoi, globalement, ouais. Donc ça c'est aussi super intéressant. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir comment on réfléchit, comment on peut agir tous ensemble, comment on peut essayer d'agiter ce monde aquatique, bah, c'est sur LinkedIn, il y a une page, il y aura bientôt un site internet. Mais voilà, allez nous suivre. Pour résumer cet épisode, et tu vois que niveau timing, on est nickel, hein. On est très Euh, bien. C'est pour toi le résumer, maître du temps de toute façon, hein, donc oui,
les vidanges ne sont plus obligatoires. Mais déjà, ça ne veut pas dire qu'elles sont interdites, c'est qu'elles sont plus obligatoires. On va peut-être plus fonctionner en termes d'arrêt technique pour faire des ajustements un peu plus réguliers peut-être, un peu plus précis que attendre à chaque fois la vidange. Mais pour que l'eau soit propre, c'est un collectif, on est plusieurs, que ce soit le nageur quand il va prendre sa douche, quand il va mettre un bonnet, que ce soit le maître nageur quand il va être réactif, quand il va faire de la prévention, mais aussi le concepteur de piscine. Enfin, il y a tout un collectif qui est pour le bien-être de la personne qui est dans l'eau. Tout à fait. Et c'est vrai, comme tu le dis, hein, ce résumé, c'est presque un peu ça. S'il n'y a plus de vidange, qui est ce rituel qu'on avait avant, une fois par an, où c'est obligatoire, c'est presque pas plus mal non plus, parce que la réglementation nous incite à ça. Elle n'est pas tout le temps très cohérente, hein, mais c'est pas grave. Il y a un bon fond qui est gérer plutôt votre qualité sanitaire de l'eau comme un continuum, justement. En gros, c'est, plutôt que d'être, un peu absent pendant 9 mois et puis vous dire: «Ah, dans 3 mois, il y a la vidange, donc je commence à m'y mettre, hop, et puis après il y a la vidange, donc je jette la sale, je mets de la propre». Bah, non, on veut gérer la quantité aussi, c'est ça qu'on n'a pas évoqué, parce qu'en fond aussi, il y a cette histoire de presque de pénurie de la ressource, hein, de rareté, et il faut aller vers la sobriété hydrique. Donc en fait, non, on va moins vidanger et on va plus vous accompagner, ou vous devrez plus vous mettre en responsabilité de gérer le continuum de la san du côté sanitaire de l'eau. Donc c'est un bien pour un mal aussi, si, on le prend à bras le corps et qu'on est dans cette envie, de responsabilité, mais qui anime quand même la plupart de nos gestionnaires piscines, hein, il y a pas de souci là-dessus. Oui, oui, non, c'est sûr, mais moi le premier, hein, quand j'étais responsable de pôle aquatique, combien de fois on a un problème et on se dit, bah, on va attendre la vidange et on le réglera à la vidange, quoi. Ouais, Là, tu on vois? n'a Ouais, plus ouais, c'est ça. cette date en mode, non, mais c'est bon, c'est tranquille. On va arrêter de procrastiner. Je crois que c'est la loi de Parkinson qui dit que si on a tant de temps pour faire une tâche, on va le faire que au dernier moment. Bah là, c'est pareil. Ouais. Et je dis ça, bah, je crois que on est en pleine période de déclaration d'impôts. Donc pensez à déclarer vos impôts et de pas attendre. Moi, je fais de l'évasion fiscale, donc c'est pas mon pro, ouais. Non, je plaisante, pour ceux qui nous écoutent, qui sont contrôleurs des impôts, c'est une plaisante. Alors fais gaffe parce que tu vas être coupé, mis en réel et sur les réseaux et voilà. Non, mais un peu d'humour fait quand même beaucoup de bien aussi, voilà, donc En tout cas, c'était un grand plaisir et comme tu l'as dit, il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. Je suis persuadé qu'on va te retrouver très bientôt dans le podcast pour évoquer tout ce rapport à l'eau, voilà, qu'on a survolé là, mais qui est fondamental, le rapport de l'homme avec un grand H, avec l'élément aquatique. ouais, ouais, c'est vrai qu'on est parti peut-être un peu dans pas tous les sens, mais on a fait des grands allers-retours, mais c'est quand même je trouve un tout qui a vraiment du sens aussi, donc mais avec plaisir si tu me réinvites, parce que c'était un très bon moment en ta compagnie, Théo. Et bah, je suis ravi, je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis Merci beaucoup. à très vite. Au revoir à tous, merci beaucoup.